C'est pourquoi l'heure est venue d'affirmer que l'implantation européenne s'est faite ou s'est effectuée d'une manière politique, économique et spirituelle. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir, est-ce que c'est la présence de l'Europe en Afrique qui justifie les sous-développements des pays africains? Quelle solution pour remédier à ces problèmes? Notre invité est donc tenté de répondre. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba. Il est président de la nouvelle vision panafricaine, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et consultant. Bonsoir M. Norbert Yamba. Bonsoir. D'entrée de jeu, comment va l'Afrique? L'Afrique est en train de traverser une zone de turbulence. Une zone de turbulence liée à toutes les difficultés qui véritablement ont assiégé l'Afrique. Ne vous en faites pas, aujourd'hui le taux de mortalité est très avancé par rapport à d'autres continents. L'alimentation fait défaut. Trop de chômeurs, il n'y a pas d'emploi. Les routes sont impraticables. L'électricité fait un défaut, l'eau, la santé, l'éducation, etc. Tout est au ralenti, tout est au rouge. Voilà l'Afrique. Une situation très dramatique. On dirait qu'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui peuvent réfléchir pour trouver des solutions. Donc l'Afrique est le dindon de la farce. L'Afrique, le parent pauvre. L'Afrique est orpheline, simplement parce que on dirait que les gens ne sont pas préoccupés de son sort. Voilà ce que je peux vous présenter comme portrait. Mais sur base de ce que vous venez de dresser comme bilan de l'Afrique, vous ne voyez pas qu'un problème tragique se pose en Afrique? Progresser au rythme du monde moderne, souhaiter jouir des avantages matériels de notre siècle, mais désirer garder sa personnalité propre. Vous ne voyez pas que chacun de ces dilemmes constitue encore un problème qui en entraîne d'autres pour l'Afrique? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, l'Afrique apparaît aujourd'hui le continent problématique par excellence à cause de la congruence de beaucoup d'intérêts qui se jouent en Afrique. Raison pour laquelle beaucoup d'Africains ont beaucoup travaillé dans l'essence de sortir l'Afrique de sa situation d'aujourd'hui. Vous vous rappelez, à la cession de nos pays à l'indépendance, on en parlait véritablement de la démocratie. La plupart des pays africains se sont accommodés pour qu'on y aille dans la direction d'une démocratie avec le système de multipartisme, etc. Même nous ici, en tout cas, il n'y a pas longtemps, on est arrivé jusqu'à 700 partis politiques. Malheureusement, lorsqu'on regarde les résultats, on dirait que, bon, on n'a rien foutu. Les résultats sont catastrophiques. D'autres expériences comme avoir un gouvernement dirigé par des technocrates, des experts, etc. On en a tenté un peu presque partout en Afrique. Les résultats se sont révélés catastrophique. On a dit non, mais il faut avoir des professeurs d'université, cela va permettre naturellement que la situation change, étant donné qu'ils ont une immensité d'intelligence. Malheureusement, la situation n'a pas changé et ça s'est même aggravé. On a dit non, mais il faut véritablement copier les idéologies occidentales. Raison pour laquelle on a assisté à des pays capitalistes, libéraux, socialistes, il y a même des socialistes africains, etc. Le résultat, ça n'a pas marché. Les gens se sont réunis à travers le monde pour dire, écoutez, bon, il faut choisir des objectifs pour les millénaires. Et puis bon, on est appliqué, c'est en 2015 qu'on a fait l'évaluation. Finalement, on s'est rendu compte que rien n'a été fait. Et puis bon, on a dit non, adoptons les objectifs de développement durable. On en est là. Ça ne marche pas. On dit non, mais il faut véritablement mettre en place des programmes d'émergence. Beaucoup de pays africains ont choisi émergence en 2025, 2030, 2035.
Aujourd'hui, même dans notre pays, on n'en parle même plus. Aucun pays n'en parle. Ça s'appelle de paradigmes occidentaux. Et donc la situation en Afrique a tout tenté. On a même dit, mais il faut un gouvernement composé d'universitaires. On en a eu zéro. On a dit non, il faut un gouvernement d'union nationale qui reprend pratiquement les opposants, la majorité au pouvoir, etc. On a tenté zéro. Alors on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut encore tenter, qu'est-ce qu'on n'en a pas tenté. Mais Norbert Yambayamba, aujourd'hui notre président en grande partie l'œuvre du colonisateur. Est-ce que cela nous assure-t-il des chances de progresser sans conflit, à un rythme que nous nous fixerions nous-mêmes, sans trop nous lier au système, je dirais, capitaliste de d'autres pays? Par exemple, le capitalisme d'Europe avec sa société à classe distincte et le socialisme d'Europe avec sa société sans classe. Je vais vous répondre à des niveaux, M. Edikabea. Le premier niveau, c'est que la situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui est le résultat des systèmes que nous avons subis qui visiblement ont provoqué véritablement de l'impact, alors impact négatif. Vous savez que nous avons été victimes de la traite négrière, que ce soit des arabo-musulmans. C'est depuis le 7e siècle. Ça a vécu plus de 14 siècles, 1400 ans. Et puis bon, la traite négrière transatlantique, hein, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la famille abrahamique, etc., et qui sont arrivés chez nous depuis le 15e siècle, et qui visiblement, à chaque occasion, se transforment à un autre système et qui continue véritablement à nous assujettir. Nous avons connu la traite négrière, des arabo-musulmans, n'est-ce pas, des occidentaux. Nous avons connu, c'est pas, la colonisation, parce que lorsqu'il y a eu révolution commerciale, c'est pas, en Europe, etc., on avait besoin des hommes et des femmes qui devaient travailler dans les plantations, etc. Ils sont venus parce qu'ils avaient déjà trouvé un terrain fertile où ils pouvaient faire n'importe quoi, etc. Ils se sont installés par la colonisation en mettant en place des représentants ici, en ayant des commissionnaires parmi nous, etc. Ça a duré le temps que ça a duré. Et après la colonisation, il y a eu ce qu'on appelait la décolonisation. Une décolonisation qui n'est pas une décolonisation. C'est justement une décolonisation figurante. Et puis bon, ils sont partis, ils n'avaient plus la possibilité de pouvoir faire des dépenses comme par le passé, parce qu'il faut que je vous dise que si ils ont décidé finalement d'abandonner la colonisation, simplement parce qu'ils ont estimé que les routes, les écoles, les bureaux, l'administration, etc., c'est eux qui devraient vraiment le faire. C'est comme ça que vous voyez les grandes écoles qui ont été avec des bâtiments construits. Vous voyez l'ONATRA, c'était naturellement à la période de colonisation, etc. Et quand ils ont estimé qu'ils ont beaucoup dépensé, ils ont décidé de rentrer et de recruter des hommes chez nous qu'on appelle véritablement des commissionnaires. Ça s'appelle un système patrimonial. Un système où ils ont des relais qu'on appelle généralement des héritiers de la colonisation. Et ils continuent à fonctionner, à payer moins que ceux qui étaient sur place ici. Et alors maintenant, ils font quoi? Ils sont là justement pour exploiter nos richesses. Les minéraux, le bois, toutes les ressources naturelles, etc., dont ils avaient besoin. Et puis bon, aujourd'hui, avec l'évolution de la situation, maintenant ils ont transformé la néocolonisation à la mondialisation, à la globalisation. Par le libre-échange. Hein, ils produisent des biens chez eux, etc. Ils inondent, n'est-ce pas, nos pays. Et nous n'avons pas aucune capacité de faire la compétition sur le plan international. Et ils recrutent nos dirigeants, n'est-ce pas, pour faire leur volonté. Et quand il y a un dirigeant qui dit le contraire de ce qu'il pense, à ce moment-là, il est remis en question, soit il est tué, soit il est l'objet d'un coup d'État, etc. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il était clair que nous sommes dans une situation de colonisation prolongée, etc. Et aujourd'hui, il est même dit qu'au moment où ils nous ont décolonisés politiquement, et ils ne se sont pas décolonisés, simplement parce que presque tous ces pays qui ont été des colonisateurs hier, eh bien, ils sont restés dans un cordon ombilical avec nous. Et ils acceptent difficilement de se détacher. C'est comme ça que, par exemple, un pays comme la France, si il arrivait aujourd'hui
à se retirer de l'Afrique au travers de la monnaie franc CFA, etc. La France aujourd'hui est 5 ou 6e puissance économique mondiale, avec un produit intérieur brut de l'ordre de 3 000 milliards. Si la France osait de lâcher le franc CFA, elle quitterait de la 5e puissance à la 15e ou 16e puissance économique mondiale. Eh bien, tout simplement parce que tous ces pays francophones qui sont en partenariat avec la France, c'est en France qu'on est en train de fabriquer la monnaie franc CFA. C'est en France qu'il y a la banque où on dépose l'argent franc CFA. Et c'est cet argent-là qui permet véritablement à la France de payer ses dettes. C'est cet argent-là qu'il prend de sa banque pour emprunter les mêmes personnes qui déposent après les ventes de nos produits, n'est-ce pas, dans cet espace européen, etc. Donc, c'est une monnaie de servitude, c'est une monnaie d'esclavage, etc. Et donc, tout le monde est en train véritablement de dénoncer cela. Mais alors, tous ces éléments faisant combine ont beaucoup neutralisé, ont beaucoup affaibli. Ajoutez à cela, vous avez la religion. Parce que lorsque on voulait utiliser la traite négrière, il fallait véritablement passer par la religion. Mais c'est Norbert Yamba, vous ne voyez pas que, en ce qui concerne aujourd'hui l'Afrique pour son développement, il n'est pas dit que les idées dynamiques doivent nécessairement porter les sceaux de l'originalité. Il faut chercher à renouer des relations avec certains pays du monde pour, bien sûr, assurer le développement de l'Afrique. Non, celui qui monte sur les tigres, disent les Chinois, non seulement il ne veut pas descendre, mais il ne veut pas partager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les Occidentaux se sont organisés. Oui. Ils ont dominé le monde entier. Ils ont mis en place une civilisation qu'ils considèrent comme idéale, j'allais dire universelle. Or, il n'y a pas de civilisation idéale, il n'y a pas de civilisation universelle. Chaque espace géographique a sa civilisation, a ses sciences, a ses technologies, etc. Malheureusement pour les Occidentaux, ils ont estimé qu'ils avaient l'autorisation des dieux pour dominer les autres. C'est comme ça qu'ils sont arrivés chez nous. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le paradigme occidental. Le paradigme suppose qu'il y a une vision, il y a un modèle que nous utilisons. Ce modèle permet ce qu'on appelle la rentabilité externe. Ça veut dire en fait, quand l'Occident vient chez nous, il ne vient pas pour nous aider, quelles que soient les amourettes. Et donc, il travaille. La perspective, c'est de prendre nos richesses. Et quand on prend nos richesses à l'état pur, j'allais parler de minéraux, on les amène chez eux, etc. Et c'est là qu'on va transformer véritablement ces minéraux, c'est là qu'on va faire la commercialisation. Et c'est là qu'on va créer de l'emploi, c'est là qu'on va augmenter des richesses. Et nous qui sommes propriétaires véritablement de nos richesses, nous restons, sans emploi, parce que la plupart de nos jeunes n'ont pas du travail, il n'y a pas d'entreprise, rien du tout. Voilà, c'est ça la vision occidentale. Et tout ce qui peut se faire lorsque même vous allez chercher d'autres bailleurs, d'autres partenaires, ils viennent avec la même vision parce qu'ils estiment que leur modèle, il est représentatif. Par là, vous ne voyez pas que l'urgence s'impose pour la modernisation politique, économique et sociale, afin de rendre l'objectif développement réaliste. Et c'est comme ça que j'ai dit que pour que nous puissions aller dans la direction de la modernisation politique, économique, culturelle, spirituelle, il faut connaître qu'est-ce qui a été à la base de notre échec. Vous savez que l'Afrique, à un moment, depuis la création, a été la plus grande puissance du monde. Nous avons vécu 35 siècles sans que nous soyons en contact avec l'Occident. Et nous étions la plus grande puissance du monde. L'Afrique, la race noire, a vécu 100 000 ans. 100 000 ans sans qu'aucune autre race ne soit véritablement opérationnelle dans la monde. L'Occident est né il y a 28 000 ans, voyez. Et donc, l'Afrique a été à la base de la création de la médecine, création de la chirurgie, création de l'électricité, création de la philosophie, de l'histoire, de l'écriture, etc. Et donc, quand les Occidentaux sont arrivés chez nous, ils nous ont agressés au travers de la religion. Ils nous ont pratiquement paralysés au travers de la religion. Parce qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Nous, on connaissait Dieu. Nous, on était en connexion avec Dieu. Et chaque fois qu'on priait, on savait avoir des résultats.
Mais les Occidentaux sont arrivés, ils ont pensé que, bon, et ils ont parlé avec Dieu, et Dieu leur avait dit que quiconque qui voudrait, n'est-ce pas, le connaître ou avoir ses effets, doit passer par leur Dieu. Et c'est comme ça que les fils d'Abraham nous ont envahis. Je vous ai dit que la religion arabo-musulmane, c'est depuis 14 siècles. Et puis bon, la religion chrétienne, c'est à partir du 15e siècle, etc. Et donc on a inhibé notre capacité de créativité, notre capacité d'imagination, notre génie propre. Tout ce que nous pouvons faire, si nous avons une perspective de pouvoir fabriquer, par exemple, la caméra, on va dire, écoutez, ça c'est satanique, c'est diabolique. Et lorsqu'ils fabriquent la caméra, c'est normal, c'est la science. Or, l'Afrique n'a vécu qu'avec les sciences. Et donc, nous sommes arrivés à un moment, avec la religion, avec le système éducatif, parce que le système éducatif que nous avons, c'est un système où on fabrique des perroquets, on fabrique des récitateurs, ce qu'on appelle des répétiteurs, que d'aucuns considèrent comme des abrutis fondationnels. Donc, que ce soit à l'université, que ce soit autant de doctorats, nous sommes là pour la répétition. Et donc, nous n'avons pas un génie. Regardez ce qui arrive avec le coronavirus. Eh bien, écoute, on a des pharmaciens, on a des médecins, etc. Écoute, ils sont en train de regarder la chloroquine occidentale, les différents médicaments de l'Occident, etc. Et pourtant, nous avons une superbe végétation. Nous pouvons avoir des hommes et des femmes qui peuvent interroger notre nature naturelle et avoir des produits. Nous pouvons même moderniser cela, nous pouvons théoriser cela, nous pouvons même davantage mettre en place des usines. Voilà. Face aux médecins du statu quo pour le développement, je dirais, de l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la décolonisation mentale ou soit une remise en question? Une remise en question, Mabika Kalanda l'avait dit. Quelle décolonisation mentale? Quelle décolonisation mentale au moment où nous avons été emprisonnés? Nous sommes incarcérés dans un modèle occidental. Il faut créer notre propre modèle. Et là, il y a des défis. La construction de notre paradigme africain. Le premier défi, c'est le défi politique. Oui. Parce que nous, au lieu... Nos ancêtres ont vécu dans des royaumes, dans des empires, etc. Et par rapport à ça, cher Kabila, lorsque vous regardez l'Empire Congo, hein, vous voyez le royaume Congo ici, il y a eu un président, il y a eu un roi, il y a eu une organisation administrative et politique, etc. Vous allez chez les Baluba, les Bakuba, vous trouvez chez les Bami, à l'Est, etc. Un peu plus partout on était organisé. Quand vous êtes par exemple au Mali, quand vous êtes à Monomotapa, quand vous êtes à Mossi, il y a même séparation du pouvoir. Mais quand l'Occident est arrivé, il a dit non, abandonnez tout ce que vous avez là parce que c'est diabolique. Prenez notre organisation. Et c'est un système piège parce qu'en fait la démocratie, elle est fondée sur les valeurs occidentales. Or, on ne peut pas dormir sur une natte d'autrui et prétendre véritablement assumer son leadership. Et donc nous avons imité l'Occident. La démocratie que nous utilisons, c'est une démocratie piège et ça ne nous permet pas véritablement d'avancer. Et donc il y a un défi politique. Tant que les Africains n'auront pas réfléchi sur la mise en place d'un autre système politique, à ce moment-là, on n'arrivera nulle part. Comment vous voulez qu'on organise les élections? Nous avons des hommes et des femmes qui s'entendent. Quand les élections sont organisées, il y a des guerres récurrentes, il y a des confrontations entre les tribus et les ethnies. C'est que quelque part, ce modèle occidental ne correspond pas avec à nos valeurs culturelles. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est l'éducation, Kabila. Écoutez, quel type d'éducation on nous donne? Regardez, aujourd'hui, vous avez des traduits praticiens qui connaissent notre forêt, qui connaissent notre superbe végétation, qui peuvent avoir véritablement des produits qui peuvent enregistrer dans telle ou telle maladie. Mais est-ce que nous apprenons ça? Nos médecins, moi j'ai un fils qui est médecin. Il a été à l'université, il reproduit la chloroquine, les aspirines, etc. Mais dans les cas d'espèces, si dans l'hypothèse il y a telle maladie là, que disent nos traduits praticiens? Comment nous pouvons prendre ça pour mettre des théories et moderniser cela de manière... Excusez, c'est très important. Oui. Moderniser cela pour que cela puisse justement même être vendu parce qu'à ce moment-là, nous allons avoir des devises, nous allons construire notre immensité dans les richesses, etc. Rien du tout. Alors nous avons un système d'éducation où on répète ce que les Occidentaux ont dit. Ils ne nous ont pas donné véritablement le secret. Lorsque vous êtes dans des universités comme Oxford, Cambridge,
à Harvard, etc., toutes ces grandes universités du monde, il y a 3 composantes. Il y a la composante théorique, la composante pratique et la composante spirituelle. Dans nos universités, vous ne trouvez que la composante théorique et pratique, il n'y a pas de spiritualité. Parce que dans la spiritualité, il y a un génie. C'est comme ça que nos ancêtres savaient que lorsque vous allez en forêt, vous voulez construire une maison, il faut prendre telle ou telle feuille. Comment ils sont arrivés à savoir que cette feuille peut servir véritablement de toiture? Ça, c'est un problème. Lorsque vous êtes au village, il n'y a pas des hôpitaux. Il y a une maman qui est grosse, elle veut enfanter, mais on appelle une sage-femme. Elle vient. S'il y a trop de complications, la sage-femme a son petit couteau. Elle peut même assurer l'opération, sortir l'enfant, prendre le copal qui saigne et mettre sur la place de la maladie, de la plaie, et ça se cicatrise dans 3, 4, 5 jours. Et la maman va survivre, l'enfant va survivre et la vie continue. Je n'ai jamais cessé de le dire. Face à cette situation, il faut un retour, le retour à l'authenticité. Mais il faut l'authenticité, il faut l'enracinement, il faut le particularisme, mais il faut une vision. Parce que, et le grand problème pour nous, ce sont les opérateurs politiques, oui, les opérateurs économiques. Tous, nous sommes tournés vers l'extérieur. Tous, nous ne prenons que des solutions de l'extérieur. Tous, nous sommes incapables de générer nos propres solutions. Les Chinois ont tenté. Et puis bon, ils ont le résultat. J'allais dire les Asiatiques. Aujourd'hui, vous prenez, je dirais, la valeur de la vie. Mais là où les bas blessent, c'est du fait que aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les enfants meurent de la malnutrition. Est-ce que vous ne voyez pas que quelque part, l'homme politique congolais a failli? Mais c'est justement l'homme politique congolais, les journalistes congolais, les opérateurs économiques congolais ont été fabriqués au modèle occidental dont ils n'ont pas les secrets. Voilà. Les hommes politiques, on parle de démocratie, mais on ne sait jamais. Vous voyez, quelqu'un dit « je suis démocrate », mais il ne peut pas, quand il voit les gens faire la marche, eh bien, il envoie les militaires pour les attaquer. Quelqu'un dit « je suis démocrate », il prend tout l'argent, mais il y a des gens... Ce sont là ces pénibles réalités qui font bien entendu, alors il faut quitter. Sont des caricatures. Il faut quitter ce modèle, oui, ce paradigme occidental qui a créé véritablement des maquettes, des séquelles dans notre société. Il faut donc restaurer, n'est-ce pas, notre politique, il faut restaurer notre système éducatif, il faut restaurer notre spiritualité authentique. On a besoin de cette spiritualité. C'est génie qui a permis à nos ancêtres. Quand, par exemple, ils ont la guerre, ils peuvent organiser les abeilles et attaquer. Quelle bombe! Quelle bombe, KBA! Mais ça, on ne peut pas utiliser. J'ai vu pendant la guerre des Agnelais à l'Équateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient des petits bâtons de bois. Et lorsqu'il fallait faire la communication, ils utilisent le bois, ils communiquent entre eux. Alors maintenant, c'est tout le monde. Non, c'est la sorcellerie, c'est le mystique, etc. Mais excusez, oui, et quand c'est un occidental qui prend son téléphone, qui communique aux États-Unis en 20 000 km, non, c'est normal. C'est normal, c'est la science. Alors, nous devons être en mesure de poser la question à ces gens qui utilisent le bois comme élément de communication pour dire comment vous le faites. On capitalise cette expérience, on modernise cette expérience, on en fait une théorie, on met à la place publique, on essaie d'avoir des usines qui nous permettent véritablement de pouvoir créer nos propres téléphones, etc. Aujourd'hui, nous avons le lithium, nous avons le coltan, nous avons le cobalt. On peut fabriquer des batteries, on peut fabriquer, n'est-ce pas, des smartphones. J'ai vécu une expérience, par exemple, en Côte d'Ivoire. Quelqu'un dans un village, etc., il est connu par tout le monde. Et il avait la capacité, il connaissait le secret, la technologie de monter et de défier, n'est-ce pas, l'espace sans tomber. Et il a fait ses évocations, finalement il est monté sur une natte, il a commencé à monter. Les mêmes personnes qui vivent avec lui sur place, ils ont fouillé. Ils ne voulaient même pas vous le voir monter. Mais écoutez KBA, si on était organisé, si nous avions des chercheurs
des chercheurs qui sont des trouveurs, parce qu'on a des chercheurs qui parlent avec des incantations sans rien, etc., sans aucune valeur ajoutée. On peut poser la question au monsieur, comment il est parvenu de quitter le sol et monter et défier la loi de la pesanteur sans qu'il ne tombe? À ce moment-là, on fabriquerait même des avions, des hélicoptères sans batterie, sans carburant. Vous l'avez dit tout de suite là, qu'il y a partout surgi un conflit, il y a toujours la présence étrangère intéressée, vigilante et impitoyable pour mettre en conflit nos vies et nos faiblesses. Mais vous ne voyez pas que quant à cela, ça constitue également un moyen facile ou naturel de maintenir soit le colonialisme ancien ou de faciliter l'avènement du nouveau. Eh bien, c'est tout à fait. Mais écoutez, ce que je vous ai parlé de la traite négrière qui se transforme en colonisation. Et la colonisation se transforme en néocolonisation. Néocolonisation se transforme en mondialisation, globalisation. Et donc, on est dans un processus. Avec la révolution numérique aujourd'hui, on est en train de mettre en place un autre système de colonisation, etc. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça sont des résultats des laboratoires qui véritablement montrent très clairement qu'on est dans une perspective de pouvoir nous éliminer. Vous voyez, mais donc, avec cette réalité, pensez-vous que l'Afrique aujourd'hui va s'en sortir facilement? L'Afrique va s'en sortir, mais il faut vraiment avoir des visionnaires. Il faut avoir des visionnaires. Je vous ai dit qu'organisons notre politique, ayons le courage. Lorsque nous avons notre constitution, lorsque nous avons les lois et les textes réglementaires, pourquoi nous ne pouvons pas interroger notre société, comment nos ancêtres ont survécu pendant des millénaires, etc. Qu'est-ce qu'ils avaient comme règles de fonctionnement, etc. Comment on peut prendre ces règles, les moderniser, les théoriser pour permettre à ce que nous puissions monter notre constitution. Comment pouvez-vous imaginer qu'une constitution comme la nôtre, etc., soit inspirée, c'est pas du droit gréco-romain? C'est pas normal. Mais écoutez, lorsque vous êtes, par exemple, à l'Équateur, lorsque vous êtes au Kasaï, lorsque vous êtes dans le Kivu, etc., mais nos ancêtres ont survécu, ils avaient un modèle d'organisation. Au XIIe siècle, cher Kabeya, Moussa Nkaka était le plus riche du monde. Kabeya, Soudiata Keïta, au XIIIe siècle, a mis en place ce qu'on appelait la première charte des droits de l'homme, ce qu'on appelle Karafuga, avec 44 articles. À ce moment-là, l'Occident n'avait pas encore parlé des droits de l'homme. Pourquoi nos juristes, pourquoi ne peuvent-ils pas s'inspirer de tout ce qui a été fait par nos ancêtres et faire une théorisation? Tout ce que nous avons comme docteur en économie, docteur en droit, docteur en sociologie, ils sont simplement en train de faire la copiologie de ce que les Occidentaux ont écrit. Mais ils ne connaissent pas notre société. Vous ne pouvez pas être agrégé ou professeur de thèse et vous ne connaissez pas votre société et vous ne proposez rien pour votre société. C'est comme ça que Bomba Song les appelle comme des abrutis fondationnels, mais des illettrés qui s'ignorent simplement parce qu'ils sont essentiellement des perroquets. Raison pour laquelle, vous voyez, on est en difficulté aujourd'hui. Dis-moi quel est ce professeur de médecine, de professeur de pharmacie qui nous propose quelque chose aujourd'hui? Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que, comme l'a dit autrefois Madiba Kalanda, dont vous avez eu à paraphraser, que les grands ennemis du peuple, je dirais, africain, c'est l'inconscience, c'est les complexes de dépendance, c'est également cette manière d'agir sans pour autant se rendre compte que le pays va dans la volo, c'est-à-dire dans la perdition. Vous savez, Kabeya, la religion que les gens pensent être à la base du changement de notre situation aujourd'hui, etc. Je suis désolé de voir que nos pasteurs n'ont pas fait grand-chose pour combattre le coronavirus. Je suis très désolé que personne n'a été en contact avec les dieux qui leur parlent de temps en temps pour que le coronavirus s'en va, etc. C'est vraiment dommage. Et si on n'arrive pas véritablement à identifier tout ça, je pense qu'on n'ira nulle part. Kabeya, je vous assure que la religion est une question de croyance. La religion n'est pas un savoir. Ce n'est pas une connaissance. Et si nous, Africains, nous allons rester dans la logique de croyance, sans aller dans la recherche du savoir, qui a fait que l'Afrique antique soit puissante, je pense qu'on n'ira nulle part. Et puis bon, vous allez dire, il faut changement de mentalité. Moi, je dis, oui, mais les journalistes, combien de fois constitution, politique, ceci ou cela, on ne parle pas des questions questionnantes, on ne parle pas des questions qui appellent d'autres questions, des questions de fond pour booster la société. Les intellectuels ne font pas de débats véritables qui permettent de donner la boussole, d'éclairer avec une torche. Qu'est-ce que nous devons faire?
en 50 ans, en 100 ans. Ça, on n'est pas là. Simplement parce qu'on a été formé dans une école des perroquets. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre les responsabilités pour qu'il y ait des panafricanistes un peu presque partout en Afrique, y compris au niveau des afro-descendants, pour qu'on dise que voilà, hier nous avons failli, aujourd'hui nous devons être en mesure de changer. Toutes nos églises noires, moi quand je parlais de toutes ces questions-là, on dit mais si en bas, c'est comme s'il est devenu sorcier, est-ce qu'il n'est pas encore initié, etc. Et donc on est dans cette bassesse à la zaïroise qui permet à ce que notre société ne puisse pas avancer. Or, il faut toujours se poser des questions. Il faut construire une immensité de savoir. Un intellectuel, j'allais dire, un leader politique doit être quelqu'un qui apprend, qui désapprend et qui réapprend. Si on n'a pas une immensité d'intelligence, comment on pouvait avoir des solutions? Et c'est là justement que je me suis engagé aujourd'hui dans la perspective de pouvoir travailler fort pour savoir pourquoi on est tombé. On est tombé très bas. L'histoire montre que nous avons été puissants. Mais comment on est arrivé là? Et donc, les Chinois l'ont fait. Mais c'est Norbert Yambemba, 45 minutes ne suffisent pour clore cette émission. J'aimerais que vous puissiez placer votre mot pour terminer. Non, pour placer ce mot-là, il faut avoir de l'espoir. L'Afrique va changer, mais parce qu'il y a des opportunités qui s'offrent aujourd'hui. Il y a des hommes politiques, des opérateurs politiques qui s'intéressent du panafricanisme. Il y a même des chefs d'État aujourd'hui qui s'en réclament. Il y a des églises traditionnelles africaines qui sont disponibles, qui travaillent dans les centres de la restauration de la spiritualité authentique, dans les centres du rétablissement de l'identité culturelle. Nous avons aussi des intellectuels, des professeurs d'université, des chercheurs, etc., qui s'intéressent de toutes ces questions de manière à construire une dynamique autour du génie propre des Africains. Et donc, d'un coup, on aura vulgarisé à large échelle ces choses-là, à ce moment-là, on va réclamer qu'on puisse avoir un État fédéral d'Afrique, les États-Unis d'Afrique. Et c'est comme ça que nous allons véritablement mettre en place une caisse nationale africaine de péréquation et on va réunir nos moyens parce que déjà en perspective de 2063 à l'agenda montre très clairement que si nous on est ensemble, on sera la 5e puissance économique du monde, on aura 5 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. En 2100, avec notre géographie, c'est 30 millions de kilomètres. Avec notre population, on sera à 4 milliards et demi de la population, avec nos richesses stratégiques qui sont au nombre de 14 dont nous prenons la première position.